Bienvenue dans l'FC. Nous parlerons 100% foot avec nos spécialistes, nos invités, nos éditos. Bref, eh bien, vous allez passer un excellent moment, nous l'espérons, avec vous. Tout d'abord, nous allons découvrir le sommaire de cet FC. Quel bilan financier et sportif faut-il tirer après la CAN 2015 en Guinée équatoriale? Notre rédaction fera le point dans ce magazine. Nous parlons aussi de l'évolution de la formation sur notre territoire et nous ferons également le point sur la situation avec un invité. Et puis, Copa América, les grandes nations ont-elles marqué l'épreuve? Presque un an après la Coupe du Monde au Brésil, nous partirons au Chili. Notre invité Abdel Chouache, entraîneur, éducateur franco-algérien. Votre travail est basé en France, comment ça se passe? Bonjour, je suis actuellement là depuis 2006 sur la cellule recrutement pour la JOCR. Donc je travaille essentiellement sur la région parisienne. J'ai été éducateur, entraîneur aussi sur la région parisienne. Nous allons parler tout à l'heure surtout de la formation dans la deuxième partie de l'émission. Et puis nos éditorialistes, Sami Mochtabi tout d'abord. Bonsoir Sami. Bonsoir tout le monde, bonsoir. Et puis Mamed Traoré. Bonsoir Mamed. Bonsoir à tous. Alors la question de l'AFC, au regard du mondial des U20, l'Afrique a-t-elle réalisé des progrès? Vous n'hésitez pas, vous nous écrivez sur afc@africa24tv.com ou bien sur nos réseaux sociaux. Première partie de l'émission, quel bilan après la CAN 2015 en Guinée équatoriale? C'est donc à la une de l'FC. Nous analysons au fur et à mesure la performance de certaines équipes au premier tour des éliminatoires de la CAN 2017 au Gabon. Focus sur la Guinée équatoriale ce soir, 4e lors de la dernière édition, justement, une équipe qui a surpris, mais peut-elle continuer dans sa dynamique de succès? Retour sur le match Guinée équatoriale Bénin avec la rédaction d'Africa 24. L'équipe équato-guinéenne de football a fait un score de parité face à la formation du Bénin lors des éliminatoires de la CAN 2017 au Gabon. La rencontre a commencé au stade de Bata sous une pression stérile de part et d'autre. Chaque sélection cherchait à ouvrir les scores. Les deux équipes se sont procurées quelques occasions dans les 20 premières minutes sans succès. À la 42e minute, Stéphane Sessegnon bénéficie d'un ballon et ouvre les scores. C'est sur ces résultats d'1-0 que l'arbitre renverra les deux formations au vestiaire. Dès la reprise, la réaction des Équato-Guinéens n'a pas tardé. À la 50e, l'Inzala national obtient un coup franc qui sera transformé par Emilio Nzio. Et score final, 1 but partout. On n'a pas eu d'occasion comme nous l'aurions souhaité. Reconnaissons-le, nous n'étions pas à notre niveau de jeu habituel. Mais ce n'est qu'un début. On a tenté de faire le mieux, mais ça a été un mauvais jour. On a fait match nul et on doit continuer le travail afin de remporter le prochain match. Après l'égalisation, l'entraîneur des Écourés a dû renforcer ses troupes. Cela a permis aux Béninois de résister jusqu'à la fin du match et obtenir un point. Le nouveau sélectionneur des Écourés, nommé le 27 mai de cette année, justifie le résultat par la maîtrise des consignes par ses joueurs. J'ai un bon groupe jeune et je dois dire félicitations à mon groupe parce qu'ils ont respecté les consignes. On va toujours continuer à travailler comme on l'a fait, sans faire du bruit parce qu'il y a beaucoup qui ne nous attendent pas et on sera la surprise. On savait qu'on n'était pas favoris. Mais voilà, on est un groupe qui est solidaire. Le coach nous a donné cette confiance, on a essayé de le retourner. Nous, on est une petite nation qui est en devenir, mais personne ne nous fait peur à présent. Et voilà, on travaille avec humilité et on espère renouveler ce qu'on a fait aujourd'hui. Rappelons que dans le même groupe, le Mali a battu le Soudan du Sud samedi par 2-0. Cette victoire situe le Mali en tête de la poule C avec 3 points, suivi de la Guinée équatoriale et le Bénin avec 1 point chacun. Le Soudan du Sud occupe la 4e place avec 0 point. Voilà, de temps en temps, nous allons donc faire un focus sur certaines équipes et notamment aujourd'hui pour le groupe C, nous allons voir d'ailleurs en tableau les résultats, un rappel de ces résultats de ce premier tour pour le groupe Mali-Soudan du Sud 2-0 et Guinée équatoriale contre le Bénin, 1 but partout au classement. Donc le Mali est en tête avec 3 points devant le Bénin, 3e la Guinée équatoriale et 4e le Soudan. Alors Mamed Traoré, vous qui connaissez bien l'équipe du Mali, est-ce que le Bénin peut vous inquiéter? Peut inquiéter le Mali, pardon.
Alors par le passé, à chaque fois que le Mali est tombé dans le même pool que le Bénin a toujours posé des problèmes au Mali. Donc on part pas avec, on est les favoris du groupe, certes, mais ça va pas être simple pour le Mali, parce que chaque fois avec les petites équipes c'est toujours compliqué. On l'a vu avec le Sud-Soudan qui est quand même était à son troisième match en compétition CAF, et ils ont posé des difficultés quand même au Mali, même si le Mali a fini par gagner 2-0. Comment sentez-vous ce groupe, justement, Sami Mochtabé? Je trouve M. Traoré assez modeste, puisque le groupe me semble promis aux Aigles du Mali, qui ont l'effectif, l'organisation et le collectif pour se sortir indemne d'un groupe de ce niveau. Ce n'est pas manquer de respect à la Guinée équatoriale ou au Sud-Soudan, ni au Bénin, qui actuellement traverse une crise au niveau de son administration. Donc oui, un Mali ultra favori et une Guinée équatoriale qui, après ses performances en 2012 et en 2015, petit à petit se fait un nom sur la scène continentale, et on commence à les prendre au sérieux et à les mettre comme outsiders. Oui. Est-ce que Abdel Chouach, la Guinée équatoriale, vous a impressionné lors de la dernière CAN? Oui, comme d'autres équipes, mais je pense que le Mali, de par son passé, les joueurs qui font partie de l'équipe, figure de favori. Après, je pense qu'il peut y avoir toujours des surprises. Des surprises. Après. Ouais. Quel regard avez-vous globalement sur ces éliminatoires de la CAN? Vous suivez quelle équipe en particulier? Sans doute l'Algérie, peut-être? Oui, on regarde en tant que supporter de l'équipe algérienne, oui, après d'autres équipes. Après, on regarde toujours aussi les équipes qui essayent de jouer, et on voit certains pays qui progressent. Même si l'Algérie ou la Côte d'Ivoire ou le Maroc qui repart sur un nouveau cycle, la Tunisie qui a aussi des joueurs talentueux dans leurs équipes. Donc après, il ne faut pas négliger l'Égypte aussi, ça fait pas mal d'années qui ne participe pas à la CAN. Donc on regarde un peu toutes ces équipes un petit peu avec ferveur. Avant de passer à l'autre sujet, messieurs, juste une question. Il n'y a plus de petites équipes sur le continent. Oui, c'est effectivement de plus en plus difficile. On l'a vu avec la dernière CAN, on l'a vu aussi avec le Cap-Vert, par exemple, qui s'est aussi montré. On voit de plus en plus d'équipes que l'on considère comme des seconds couteaux faire de vraies performances face à de grosses nations africaines que l'on pensait quasiment intouchables. Donc oui, les cartes se sont redistribuées. L'écart entre les grosses nations comme la Côte d'Ivoire ou l'Algérie s'est restreint maintenant. Oui, alors Mohamed, on voit de plus en plus les pays font appel à des techniciens expérimentés. Et peut-être aussi, ce sont les représentants de fédérations qui ont raison. Oui, après, bon, c'est toujours... du point de vue stratégique, c'est vrai que pour eux, c'est toujours facile d'avoir un recours à un technicien étranger expérimenté pour pouvoir pallier aux problèmes par-ci par-là en matière de stratégie générale du football dans les pays. Donc, ça peut être une bonne stratégie, mais est-ce que les résultats vont leur donner raison? À chaque fois, on le voit avec la Guinée, avec Luis Fernandez, même si c'est trop tôt de juger, on le voit avec d'autres pays, c'est pas évident. C'est pas évident. Alors, l'autre sujet, 4 mois après l'organisation de la CAN 2015, la Guinée équatoriale, qui a accepté justement d'organiser la compétition à la dernière minute, a engagé des coûts importants pour la tenue de cet événement. Alors, au lendemain de cette fête du football, justement, on s'interroge sur les retombées financières et sportives pour le pays. Le point avec Léopoldo Enemé. Regardez ce sujet. En acceptant d'organiser la Coupe d'Afrique 2015, l'événement sportif le plus important du continent africain, la Guinée équatoriale était consciente de ce challenge. Selon les observateurs, la première retombée, c'est la visibilité internationale. Pendant près de mois, les yeux du monde entier étaient tournés vers ce pays d'Afrique centrale. Sur le plan sportif, les performances de l'équipe nationale, le Nzalang, arrivé 4e de la compétition, ont permis de révéler certains joueurs talentueux tels que Felipe Ovono et Balboa Oza. Après la CAN 2015, on a pu remarquer un véritable engouement pour le ballon rond en Guinée équatoriale. La population a mis sa confiance en la sélection nationale Nzalang après avoir atteint les demi-finales d'une CAN où ils s'étaient fait éliminer. Ce qu'ils ont fait contre la Tunisie, le Ghana ou le Gabon a été extraordinaire et a ramené la confiance en l'équipe. Grâce à cela, le Nzalang est remonté dans le classement des 50 meilleures équipes du monde. Sur le plan économique, l'organisation de la CAN a stimulé la consommation.
À travers l'investissement dans les infrastructures et la promotion du tourisme, les autorités ont rénové plusieurs stades comme ceux de Mongomo et Ebebiyine. Les aéroports de Bata et de Malabo ont reçu un lifting. L'effet sur l'économie n'a pas été le même qu'en 2012, lors de sa première organisation, mais a permis tout de même de voir des activités économiques tourner à plein régime. Pendant la Cannes 2012 qu'on a ouvert l'hôtel, c'est d'ailleurs ma première expérience comme directeur de l'hôtel de fédération. C'était aussi la première fois que je travaillais en Afrique et en Guinée équatoriale et il a été une très grande expérience. On avait pensé de travailler pendant 3 mois, pendant la Cannes 2012, et on a continué après, et ça fait 3 ans qu'on continue en travaillant ici à l'hôtel de fédération. Le rayonnement et l'estime internationale acquis par le pays après l'organisation de la Cannes en Guinée équatoriale 2015 motivent les Équato-Guinéens à se porter encore candidats pour les prochains événements sportifs du continent africain. Voilà, donc nous allons voir en tableau justement faire le point sur cette dernière Cannes 2015 avec tout d'abord les quarts de finale où, souvenez-vous, le Congo avait perdu devant la RDC 4-2. Tunisie, Guinée équatoriale, c'est la Guinée qui l'avait remporté après prolongation 2-1. Et puis en demi-finale, RDC Côte d'Ivoire 3-1 pour nos amis de la Côte d'Ivoire. Ghana-Guinée 3-0 pour le Ghana. Et puis pour le match de la 3e place, RDC avait battu la Guinée sur tir au but et puis la Côte d'Ivoire au Firmament. 9 tirs au but à 8. Alors, que pensez-vous de l'évolution peut-être pas l'évolution, mais cette Cannes en Guinée équatoriale, Abdel, a été une belle réussite quand même. Hein? Oui, ça a été une belle réussite. Voilà, on voit que que ce soit sur la finale ou à la 3e, 4e place, les pays du Maghreb sont fait éliminer avant. Donc il y a des... Il y a peut-être un travail encore à faire, même si l'Algérie a fait une belle Coupe du Monde. Derrière, elle est tombée sur les futurs vainqueurs, sur la Côte d'Ivoire. Mais au niveau du Maghreb, il y a moins d'équipes qui sont représentées. Après, le Ghana reste une grosse équipe aussi. Donc, Oui, Samy, il faudrait que les nations du Maghreb se rachètent ou bien tout simplement elles rencontrent des équipes plus fortes, tout simplement. Oui, parce que sur le continent, sur le continent, le résultat le prouve. Maintenant, c'est bien beau de se trouver des excuses par rapport aux températures ou au terrain, soi-disant impraticable, puisque c'est les mêmes conditions pour les deux équipes. Donc oui, le Maghreb connaît un certain coup de mou depuis la finale de 2004 entre le Maroc et la Tunisie. C'est vrai qu'on a peu vu les nations maghrébines au top en Afrique. Maintenant, comme l'a dit notre invité, c'est vrai que l'Algérie a quand même comme base sa bonne Coupe du Monde, donc ils peuvent toujours travailler dessus. Le Maroc est sur un nouveau cycle avec le retour de l'entraîneur fétiche Badou Zaki et je suis un petit peu plus sceptique concernant la Tunisie. Ça me semble, l'avenir me semble moins radieux pour les Aigles de Carthage, mais je vois bien un retour au premier plan du Maroc et de l'Algérie pour les prochaines compétitions continentales. Mohamed Traoré, on a vu à long terme justement cet hôtelier qui s'est installé là-bas en 2012 et qui finalement était venu pour 4 mois et qui continue toujours. Donc c'est un point positif. Oui, c'est positif parce que ce qu'il ne faut pas oublier, les Cannes aussi, ça permet à des pays de se doter d'infrastructures. Il y a des cas où il faut tout réinventer totalement. Donc certainement, ça a été le cas pour cet hôtelier du point de vue installation, trouver un marché local. Et il ne faut pas oublier que la Guinée équatoriale aussi... Du fait que c'est un pays qui a un potentiel économique énorme, fait l'objet de réception de beaucoup d'investisseurs. Donc c'est normal que les hôteliers aient leur compte. Mais au-delà de ça aussi, c'est vrai qu'en termes de rayonnement, la Guinée équatoriale a gagné quelque chose, sportivement aussi parce qu'ils sont allés en demi-finale, même s'il y a eu des petits soucis qu'on attribue à l'arbitrage, mais quand même ils sont allés avec surprise en demi-finale. Donc tout ça, c'est à la faveur de ce pays-là qui a accepté d'organiser cette compétition à 2 mois avant la date, quoi. D'accord, merci. On se retrouve pour la deuxième partie de l'émission. Dans quelques instants, nous parlerons de formation et de recrutement avec toujours le même plateau. À tout à l'heure.